Très heureux de vous retrouver pour un grand et long voyage. Je vous emmène au Moyen-Âge. À l'époque, les temps sont incertains et l'État ne peut pas assurer la sécurité de sa population. Dès lors, il n'y a pas 1000 solutions, il faut fortifier et on fortifie tout. On fortifie forcément les châteaux, les fameux châteaux forts, mais aussi les ponts, les bâtiments religieux et les fermes. Je suis devant la superbe ferme château de la Nef. Vous avez envie de la découvrir? Ça tombe bien, j'ai les clés. Laissez-moi d'abord vous expliquer où nous nous trouvons. Nous sommes à Walcourt et plus précisément à La Nef, une commune qui se trouvait sur une ancienne voie romaine qui reliait Bavay à Trèves. Alors, cette voie romaine a une très longue histoire et elle a changé plusieurs fois de nom. Mentionnée comme Grand Cauchy vers 1191 puis Cauchy-Brunehaut ou La Havette vers 1286, cette voie possédait une importance stratégique. Le fief de La Nef est aussi connu depuis l'Antiquité pour l'extraction du fer et le travail de la métallurgie. À l'origine, il s'agit probablement d'une motte castrale appartenant au seigneur des lieux, mais ce n'est que le début d'une longue histoire qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mathieu Bertrand, vous êtes historien de l'art, expert en architecture. Et la Wallonie est-elle une terre de ferme-château? Oui, pour une partie d'elle en tout cas. Une grande bande centrale de la Wallonie est en effet plutôt riche en ferme-château. Comment explique-t-on ce phénomène? Par la nature du sol, tout simplement. Jadis, c'est la culture du sol qui permettait de s'enrichir et la nature du sol va attirer différentes parties de population. Vous avez l'Église et vous avez la noblesse qui va se partager les terres. Et cette bande centrale, au niveau de la Wallonie, eh bien, elle permet aux petites noblesses, à l'aristocratie rurale, de se tailler des domaines et qui vont parfaitement correspondre à ce qu'ils ont besoin, en fait. Alors, une question facile, ou peut-être pas d'ailleurs, une ferme-château, c'est quoi? C'est une ferme ou c'est un château? Vous avez une aristocratie qui vient s'installer sur les terres, qui va avoir besoin de vivre de ces terres, à la fois des bois, des prairies, des carrières, et donc elle va avoir besoin de bâtiments agricoles. Par ailleurs, c'est quand même une partie de la population qui est plus aisée, qui veut appuyer son pouvoir. Elle va appuyer son pouvoir par son logis, une forme de manoir, si vous voulez. Et l'un et l'autre vont faire la synthèse entre les deux. Vous allez avoir la basse-cour d'un côté, la haute-cour de l'autre. Et à un moment donné, quand on va reconstruire tout ça en pierre, un modèle va se fixer, c'est la ferme-château. Si on va jusqu'au bout de cette logique, on peut dire que le logis seigneurial voisine avec les cochons? Quelque part, c'est un peu ça. Vous allez avoir cette synthèse entre les deux. Et le logis qui va être particulièrement important et qui va se développer surtout en hauteur. Dans le monde rural, une maison, ça ne fait qu'un seul étage, jusqu'au 19e siècle. Par contre, les seigneurs, eux, vont se développer vers le haut. Quels sont les éléments qu'on retrouve toujours dans les fermes-châteaux? Dans toutes les fermes-châteaux, vous allez avoir les parties agricoles, avec au moins la grange, il y en a une ici. Vous allez avoir un endroit où on va pouvoir installer les animaux, les écuries, les étables, et surtout le manoir, la maison forte. On est sur une terre qui est courue par beaucoup de gens et donc on va armer sa ferme, on va la défendre. On va mettre en place des tours, des douves de manière plus ou moins importante et c'est ça qui fait que vous avez une ferme-château aussi avec des éléments défensifs. On peut dater cet âge d'or des fermes-châteaux, ça a duré jusque quand? On a reconstruit beaucoup ces fermes-châteaux au XVIIe siècle et puis au XVIIIe siècle, vous êtes dans une période beaucoup plus calme. Il y a une période de paix, il y a à la fois une période beaucoup plus riche aussi. Et la ferme, elle, va se développer beaucoup plus, presque de manière plus indépendante par rapport au château qui faisait partie de la ferme château. Et par contre, au XVIIe siècle, vous allez avoir vraiment des vraies maisons fortes. Vous en avez une, par exemple, à Courrières, qui date en gros du XVIIe siècle, avec de véritables douves, plusieurs tours. Là, on est encore dans l'aspect très défensif. Mais au XVIIIe, on est plus dans une période de paix et les choses vont tout doucement s'atténuer. Alors, c'est un patrimoine qui existe aujourd'hui, mais comment vit-il aujourd'hui au niveau agricole, des hôtels, des gîtes? C'est très différent. Tous ces biens qui ont eu une certaine importance dans le passé, que ce soit des fermes, des châteaux, des fermes-châteaux, des manoirs, ils sont tous aujourd'hui en train d'essayer de se réinventer, tout simplement pour survivre, pour se maintenir. Parce que c'est vrai que ce sont des biens qui ont tendance à être en fort mauvais état si on ne les entretient pas régulièrement. Nos paysages offrent des exemples remarquables de ces vastes ensembles. Et il n'est parfois pas facile de faire la différence entre un château et une ferme. Un exemple, l'imposant château-ferme de Courrières qui fut en grande partie érigé au XVIIe siècle. À Auhay, la tour de guet de la ferme-château de Taillé du même XVIIe siècle se dresse comme une sentinelle attentive de ce coin charmant du Condro.
Toutes ces histoires se croisent et s'entrecroisent et parviennent jusqu'à nous. Mais aujourd'hui, de nouveaux gardiens du patrimoine ont pris le relais. À la Nef, la ferme est reconvertie en gîte, chambre d'hôte, sans renoncer à ses racines agricoles. Daniel, merci de nous accueillir. Comment est née votre histoire familiale avec cette ferme-château? Ah, c'est une longue histoire. C'est en juin 80 que mon papa passe ici par hasard avec son frère et voit qu'il y a une vente publique. Donc il vient et voilà, c'est lui qui achète la propriété. Dans quel état était la ferme quand vous êtes arrivé ici? Dans un très mauvais état. Surtout les toitures. On a plus d'1 hectare de toiture et voilà, on a dû les refaire étape par étape. Et la partie château qui était restée inoccupée pendant 23 ans, c'est la première partie qu'on a commencé à rénover. Il y a vraiment eu cette volonté de conserver le caractère authentique du bâti, ça c'était important? Oui, on a essayé de garder les structures telles qu'elles sont, mais bon voilà. On n'a pas été classé parce que les bâtiments ne datent pas de toute la même époque. La partie château, c'était une grange avant. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a été incendiée. Donc, ça a été reconstruit vers les années 1920, je pense. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de fascinant dans une ferme-château? On a l'impression que c'est un petit monde en réduction. C'est l'histoire. On se demande, tiens, qui a vécu ici? Parce que le bâtiment date de 1604. Vous pouvez voir sur la pierre à l'intérieur de la cour, c'est inscrit. Et on se dit, qui est-ce qui a vécu ici? Les familles. Donc, ça m'a incité à rechercher un petit peu, à faire des recherches sur l'histoire. Au fil de son histoire, cette ferme-château a connu de multiples aventures et notamment un gros problème de toiture. C'était en août 2018. On était complet à cette époque-là. Et vers 2h30 du matin, on entend vraiment... on voit des éclairs, on entend du bruit, on se réveille. On a eu une tornade, on était juste dans le passage de la tornade. Et puis on sort, et puis on découvre qu'on a perdu la charpente, qu'on a perdu toute la toiture dans notre grange. La toiture était nouvelle, elle avait 9 ans. C'était terrible. Daniel, quels sont vos lieux préférés dans cette grande ferme-château, les lieux où vous vous trouvez le mieux? J'adore être dans la partie château parce que j'y habite, parce que j'ai ma cheminée avec des têtes de lion, j'ai des belles poutres dans mon salon. J'aime être dans ma cour. J'aime être dans mes prairies, traverser les rivières, être dans ma carrière aussi pour voir un peu... J'imagine les gens qui ont dû avoir énormément de travail pour ramener les pierres, pour construire le bâtiment. Vous avez déjà trouvé un trésor? Dans nos terres, on a trouvé des vieilles pièces. Mais non, j'ai un détecteur et là, je cherche. Bon, on est d'accord, si vous trouvez vraiment le trésor de la Nef, vous nous appelez, on partage? Oui, hein. Les fermes-châteaux font l'objet de nombreuses convoitises au fil de l'histoire. Les grandes familles s'affrontent, rachètent, héritent et parfois même combattent pour posséder ces joyaux de notre patrimoine. Et quand les guerres surviennent, eh bien, elles sont souvent réquisitionnées comme abri par l'ennemi. Mathieu, on se trouve ici dans un endroit bien particulier. C'est à la fois une grange et une cathédrale. Deux mots qui fonctionnent l'un avec l'autre. Quand on veut faire un espace aussi grand, eh bien, la structure du bâtiment est exactement la même chose qu'une structure d'église. Vous allez avoir des nefs, d'ailleurs on parle de nefs, une nef centrale, deux nefs latérales, qui vont permettre d'élever un bâtiment aussi haut pour avoir les récoltes d'une aussi grande quantité. Une grange, ce n'est pas seulement une grange ou un lieu de stockage, c'est aussi un lieu de vie. On peut imaginer, je sais pas moi, des fêtes ici, par exemple. Pendant très longtemps, la grange était sans doute le seul espace qui était capable d'accueillir, avec l'église par ailleurs, toute une population. Et donc oui, il pouvait y avoir d'autres événements qui n'avaient rien à voir forcément avec l'aspect agricole. La disposition de la grange est aussi très importante, avec d'un côté les champs et puis la cour de ferme de l'autre. C'est jamais par hasard. Vous avez deux types de granges. Ici, on est dans une grange qui s'appelle en long, c'est-à-dire que vous avez un portail d'un côté et un autre de l'autre côté. Vous avez une entrée, une sortie. On va ramener la récolte, rentrer dans la nef centrale, déposer la récolte de part et d'autre, et puis on va continuer, sortir, aller vers la ferme. Et là, on sera juste bien placé pour déposer les charrettes d'un côté et pour que les animaux, les chevaux, aillent dans les écuries de l'autre. Tout ça est fait pour être le plus efficace possible. Et de l'autre côté, on a carrément l'œil qui donne sur le logis. Le logis est toujours pas loin, en face. On regarde sa récolte, qui est un bien précieux, mais il n'est jamais ou très rarement attenant à la grange. Parce que si vous avez un incendie, eh bien, il faut pouvoir préserver le logis. Alors Mathieu, on a le regard attiré vers autre chose, un détail, un oculus, des oculis, si mes souvenirs de latin sont toujours corrects. Ça sert à quoi? Alors ça a deux fonctions.
À la fois, ça permet d'aérer la récolte et puis aussi de faire rentrer les rapaces qui vont pouvoir manger et chasser les rongeurs. Ces fermes-châteaux, elles ont servi à protéger forcément ceux qui y habitaient, les gens de la région aussi, et puis sont arrivées des grandes guerres. Elles ont été aussi au cœur de ces conflits. Oui, ce sont des endroits qui sont plus vastes. Hein, donc une grange comme celle-ci, ça permet de faire dormir beaucoup de gens. Et puis vous avez eu des dégâts de guerre. Quand vous avez des gens qui campent dans un endroit, c'est aussi un endroit qui va subir des attaques et donc partiellement être démoli. Entre travaux des champs, conflits des hommes, ambition et renaissance, les fermes-châteaux ont raconté l'histoire de nos régions depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, leurs dimensions paraissent parfois démesurées, mais elles racontent une histoire encore méconnue qui mérite d'être encore mieux explorée. Daniel, ici, si on a bien compris, c'est un de vos endroits préférés. Vous vous rendez compte? Je n'ai qu'à traverser la cour et je suis ici dans mes chevaux, dans ma passion. Et cette ferme-château, ce n'est pas uniquement un gîte, vous prolongez aussi l'activité d'élevage, d'agriculture? Oui, on a 90 hectares de prairies et de terre, oui. On cultive du froment, de l'escourgeon, des betteraves, du maïs. Et ce sont mes enfants, mes 4 fils qui gèrent la ferme, oui. Et nous, ici, on est gîte équestre aussi, donc on accueille des cavaliers avec leurs chevaux. Et soit si les cavaliers le désirent, je pars avec eux leur faire découvrir notre magnifique région. On va jusqu'au lac de l'Odeur, on va jusqu'au Marais de Soux. Vous avez un préféré parmi toute la bande? Bon, ils sont tous mes préférés, hein. Viens mon bébé. Il adore les caresses. Vous voulez monter? Pas du tout. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre découverte de la nef et de toutes ces fermes châteaux qui jalonnent nos paysages. Nous pouvons en être fiers. Ce sont des véritables joyaux de notre patrimoine. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, car vous le savez, j'ai les clés.